Les autres membres qui l'accompagnent, les délégations qui sont là, mais je voudrais me faire mienne tout ce qui a été dit déjà et saluer toutes les délégations qui sont venues à l'invitation de ADCI à cette rencontre de clôture de la célébration de l'an 1 de ADCI. Je voudrais saluer les chefs de communauté qui sont à ma droite ici, qui sont venus nombreux comme chaque jour, où nous les invitons. Saluer tous les mouvements et partis frères qui ont répondu également à notre invitation. Saluer toutes les délégations de l'ADCI qui sont venues de toute la Côte d'Ivoire, des 30 régions dans lesquelles nous sommes représentés, et saluer tous les autres Ivoiriens qui ont pris de leur temps pour être dans cette salle. Je voudrais commencer tout de suite mon allocution en raison de ce que le temps est avancé et que nous devons terminer rapidement cette cérémonie. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, du 2 au 5 juin 2024, ici même à Yamoussoukro, nous avons écrit un nouveau chapitre de notre histoire politique en donnant naissance à un mouvement politique porteur d'espoir et d'une vision résolument tournée vers l'avenir. Ce mouvement, nous l'avons appelé ADCI. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui pour nous, demain pour nos enfants. C'est un concept de développement durable. ADCI n'est pas qu'une simple organisation politique. Il est l'un des souffles nouveaux dont notre pays avait besoin pour retrouver le chemin de sa grandeur. Il incarne la volonté collective de citoyens nouveaux qui ont décidé d'œuvrer pour bâtir une nation forte, unie, fière et assise sur des valeurs fondamentales. Justice, intégrité, bonne gouvernance et respect de la dignité humaine. Ce mouvement qui a son siège à Yamoussoukro et qui œuvre à redonner confiance aux Ivoiriens est un acte de courage, une déclaration solennelle de notre engagement sincère envers notre patrie. En choisissant Yamoussoukro pour y implanter le siège, nous affirmons avec force notre volonté indéfectible de faire de cette ville la véritable capitale politique, le cœur vivant d'une nation en pleine renaissance. Ce choix n'est pas un symbole vide, mais l'incarnation de notre ambition commune de décentraliser la gouvernance politique et la gouvernance publique, de désengorger la ville d'Abidjan, de transformer nos aspirations profondes en actions concrètes et d'insuffler un élan nouveau à notre chère Côte d'Ivoire. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro était le rêve non abouti de Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo a tenté de poursuivre ce rêve avant d'être entravé dans son action. Le président Ouattara a aussi évoqué ce rêve sans aller plus loin dans sa réalisation. Eh bien, ADCI réalisera ce rêve. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, du 12 au 13 juin 2025, nous avons pris le temps, au sein de notre mouvement, de faire silence pour mieux écouter, réfléchir pour mieux avancer et renforcer la formation
de nos responsables sur le terrain. Ces journées d'intense introspection ont révélé la détermination et la résilience des responsables de base. Elles ont été l'occasion de réaffirmer notre vision pour une Côte d'Ivoire qui doit définitivement sortir de plus de 3 décennies de malheur entretenu et de violation des droits sociopolitiques du peuple de Côte d'Ivoire, pris en otage par une classe politique qui a toujours placé ses intérêts au-dessus des intérêts des Ivoiriens. Depuis la naissance de notre mouvement, le 2 juin 2024, et sa présentation officielle aux Ivoiriens, le 23 novembre 2024, notre marche a été celle d'un réveil collectif, d'un élan de conviction et de dévouement profond. En moins d'un an, nos résultats en termes d'adhésion et d'implantation sont satisfaisants. 12 000 Ivoiriens ont adhéré à ADCI depuis le 23 novembre 2024. Ivoiriens ont adhéré et ont pris leur carte d'adhésion. À côté de ces 12 000 Ivoiriens adhérents se trouvent des dizaines de milliers de sympathisants qui attendent de faire le pas pour de voir l'évolution du mouvement. Au-delà des adhésions qui augmentent chaque jour, parce que ADCI incarne effectivement le nouveau politique dans notre pays, l'implantation physique sur le terrain est aussi un succès. Nous sommes représentés aujourd'hui dans les départements et les sous-préfectures de 30 régions sur 31 au total. Et dans les 2 districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan. La seule région où ADCI n'est pas encore officiellement installée est la région du Béret. Notre mouvement y a de nombreux sympathisants, mais les structures de base n'y sont pas encore officiellement installées. J'exhorte le secrétaire exécutif et son équipe de bénévoles à qui je rends hommage pour leur dévouement à œuvrer rapidement pour que les structures de ADCI soient installées dans la région du Bénin. Je voudrais profiter de cet instant pour féliciter l'ensemble des membres du BEN, des responsables des structures de base et de tous les bénévoles. Vous incarnez la force en action de notre mouvement. Dans la diaspora, ADCI est représenté dans 19 pays avec une coordination pays en Europe, aux États-Unis et au Canada. Je voudrais saluer de Yamoussoukro tous les citoyens et citoyennes ADCI de la diaspora et même que tous les Ivoiriens de la diaspora en général. Ainsi que je l'ai fait hier au siège, je renouvelle l'appel lancé à chacun de vous, à chacun de nous. Redoublons d'efforts, intensifions nos actions. Au bilan, à l'occasion du prochain anniversaire, ADCI soit véritablement partout, dans chaque village, dans chaque hameau reculé, témoignant de notre irréductible volonté de bâtir une Côte d'Ivoire souveraine et rayonnante. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, nous avons créé ADCI pour contribuer à mettre un terme à la navigation à vue dans un océan de bricolage politico-ethnique et de patrimonialisation de l'État, vieille de plus de 3 décennies. Notre engagement est clair. Restaurer la confiance, réconcilier nos concitoyens et jeter les uns contre les autres par une triste façon de faire la politique et remettre notre pays sur la voie de la démocratie, de la justice et de la liberté. Pour atteindre cet idéal, nous prenons l'alternance, le renouvellement générationnel du leadership politique et l'engagement de chaque citoyen dans la transformation de notre société. Notre priorité est de placer le citoyen ivoirien au cœur de toutes nos actions. Réduire les inégalités, lutter contre la corruption que nous avons élevée au rang d'ennemis du peuple de Côte d'Ivoire et mettre fin au tribalisme qui menace notre unité nationale.
Nous avons aussi à ADCI une responsabilité envers les générations futures. Protéger notre environnement, respecter les principes écologiques pour offrir un cadre de vie sain à nos enfants. Cette responsabilité s'exprimera également dans la construction de la justice entre les femmes et les hommes comme une norme incontournable pour garantir la stabilité et la moralité de notre nation. Notre vision transcende les horizons actuels. ADCI s'engage à entreprendre une réforme audacieuse de nos institutions, guidée par l'ambition de forger un État rationnel, efficace, équitable et véritablement souverain. Pour l'avènement d'un tel État, nous entendons mettre un terme au gaspillage chauffant. Veiller à ce que chaque dépense publique soit un levier d'amélioration tangible pour le bien-être de notre peuple. Dans un tel État, la gestion exemplaire des ressources publiques sera érigée en principe sacré, éliminant l'existence de toute institution dépourvue de pertinence économique. Ainsi, nous projetons, et nous l'avons chaque fois dit depuis plusieurs années, nous projetons la suppression d'entités publiques telles que le Sénat, le Conseil économique et social, la vice-présidence, la grande médiature, les 12 districts dirigés par des ministres-gouverneurs, en dehors des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Nous envisageons également de réformer la Chambre des rois, aujourd'hui transformée en outil politicien, afin qu'elle joue un rôle plus clair, à défaut d'être purement et simplement supprimée. Elle doit être un berceau autonome et indépendant de sagesse et de résolution pacifique des conflits en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous ne percevons pas clairement sa contribution dans la recherche des solutions aux problèmes qui minent notre société. Notre vision englobe également la promotion d'un patriotisme économique assumé, une réforme monétaire dans les grands blocs régionaux et un panafricanisme harmonieux fondé sur la responsabilité, la reconnaissance d'abord de nos propres erreurs vis-à-vis de nos peuples et de la conviction que l'éducation, le travail inlassable et le patriotisme sont les piliers essentiels de la libération d'un peuple. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, le 25 octobre prochain, les Ivoiriens seront appelés à nouveau aux urnes, comme en 2010, pour choisir leur président, puis quelques semaines plus tard, leur député. Depuis 1995, chaque cycle électoral a été précédé par une atmosphère politique anxiogène, marquée par des discours et actes polémiques. À l'affichage de la liste électorale définitive, 4 figures politiques majeures ont réalisé, et nous avec elles, qu'elles seront absentes de cette élection en raison de ce qu'elles ont perdu leur qualité d'électeur. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Soro Dioum, président de GPS, de M. Charles Goudé, président du COGEP, et du président du PDCI, M. Tidi Altia. Ces leaders contestent vigoureusement leur exclusion et appellent à un dialogue avec le pouvoir RADP pour garantir une élection présidentielle inclusive permettant une réelle diversité de choix pour le peuple de Côte d'Ivoire. À ADCI, nous comprenons et nous soutenons leur appel au dialogue. Nous comprenons et nous soutenons
Continuons l'appel au dialogue constructif, car comme le disait notre premier président Félix Houphouët-Boigny, le dialogue est l'arme des forts. Le RHDP, en tant que parti fautif, doit honorer cette tradition de dialogue et non pas l'éviter sous prétexte de dialogue antérieur. Il est essentiel d'ouvrir ce dialogue, même s'il devrait aboutir à un désaccord, car c'est par la conversation que se forge la paix durable et aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la tranquillité et la paix dans un pays. Les Ivoiriens vivent une période d'incertitude, marquée par un ralentissement économique qui se fait sentir chaque jour, jusque dans nos communes. Les grossistes hésitent à renouveler entièrement leur stock et les banques deviennent de plus en plus prudentes dans l'octroi des crédits. Le pays entier semble suspendu dans l'attente des développements à venir, avant ou après le 25 octobre. Dans cette Côte d'Ivoire divisée depuis plus de 30 ans, où la réconciliation reste hors de portée, les signes annonciateurs d'une nouvelle crise interrogent notre capacité à tirer les enseignements des tragédies qui nous ont frappés depuis 1995. Alors donc de la prochaine élection présidentielle, de nombreuses interrogations surgissent. Sous quelles conditions se déroulera ce scrutin si certaines personnalités influentes sont absentes? Quelles seront leurs actions? Prendront-elles des mesures pour entraver la tenue de l'élection? Ou comme en 2020, choisiront-elles le boycott pour protester contre leur exclusion? À ADCI, nous percevons de manière claire et évidente les manipulations à l'œuvre. Le boycott de l'élection présidentielle de 2020 fut, à nos yeux, une erreur stratégique, orchestrée par les influences sournoises qui se sont infiltrées au sein de l'opposition, trompant le public avec un agenda caché. Aujourd'hui, on sait où se trouvent ces gens. Nous pensons que le président Gbagbo a eu raison de déclarer en 2024 qu'il ne boycottera plus d'élections. Il a dit en effet, et je cite, « Plus jamais nous ne manquerons les élections. Parce que le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'irait plus aux élections nous a causé beaucoup de dommages. Donc on ne peut plus manquer les élections. Nous dénonçons les fraudes, mais nous continuons à aller aux élections. » Fin de citation. En 2025, aucun boycott ne doit être offert au RHDP. Cela est leur rêve secret pour tester leur popularité et leur bilan inattaquable sans adversaire. Mes chers compatriotes, merci, mais avançons. Mes chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, depuis l'élection présidentielle de 2010, environ 4,5 millions d'Ivoiriens se sont volontairement éloignés des urnes, refusant de participer et aux élections présidentielles et aux élections municipales, législatives et régionales. Leur désillusion et leur méfiance envers le système électoral ont profondément lésé ou laissé le marque sur notre démocratie qui ne grandit pas. Aux dernières municipales et régionales, malgré une mobilisation de tous les grands partis politiques, la défiance des Ivoiriens vis-à-vis du processus électoral s'est accentuée. En effet, le parti au pouvoir qui a déployé des candidats sur toute l'étendue du territoire national
Et malgré la victoire, y compris dans des zones où l'opposition n'a présenté aucun candidat, n'a pu réunir que seulement 1,7 million de voix, contre 600 000 voix pour l'opposition qui n'avait de candidat que seulement sur 2 tiers du territoire national. Ces chiffres interrogent quand on les met en rapport avec ceux de la présidentielle de 2020. En 2020, dans un contexte marqué par une contestation et des violences graves, et face à un candidat sans aucun poids politique, le candidat du RHDP a été déclaré vainqueur avec 3 millions de voix, sur une participation officielle de 53%, un taux de participation contesté d'ailleurs par l'opposition qui, elle, parlait de moins de 20%. 3 ans plus tard, dans les élections locales en juin, le RHDP a obtenu 1,7 million de voix, soit 1,3 million de voix en moins. Soit 1,3 million de voix en moins par rapport à la présidentielle qui n'avait aucun enjeu. Ces chiffres nous confortent dans l'idée que le divorce entre une grande partie des électeurs de la classe politique et la classe politique est consommé et qu'il est impératif en cette année 2025 de réparer cette fracture, de reconstruire la confiance en donnant un large choix aux électeurs dans la désignation de leur président. Car, contrairement au discours ambiant et au folklore politique, il y a dans le peuple ivoirien une profonde lassitude et une volonté très forte de changement et de rupture avec une certaine façon de faire la politique. Ce changement profond a desserré les carnes. Cette rupture profonde a desserré les carnes. Oui, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, il est temps de tourner une page. Notre pays doit se libérer de la politique de division, du tribalisme, de la corruption qui érode l'espoir de nos compatriotes. Il faut mettre fin à une gouvernance depuis des années défaillante, à une administration inefficace, foncièrement politisée, voire privatisée, au service d'un clan et à un État qui vit au-dessus de ses moyens. Notre pays s'enfonce dans une dette croissante qui compromet sérieusement notre capacité à assurer notre avenir sans dépendre de l'extérieur, nous rendant vulnérables face aux créanciers étrangers. Les analyses récentes de la Banque mondiale offrent des indicateurs éclairants sur cette situation. Entre 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a connu une croissance moyenne de 8%, ce qui est un progrès notable, malgré un ralentissement lors de la crise sanitaire liée à la Covid, qui a été de courte durée avec une reprise rapide de la croissance. Les investissements du pays dans les infrastructures, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, constituent également des avancées notables. Cependant, la même étude souligne que notre système fiscal ne fonctionne pas efficacement. La collecte des impôts ne représente que 13% de notre richesse nationale et l'État pourrait en récolter 2 fois plus en améliorant la gestion fiscale. Cela relève l'existence de la corruption d'un grand nombre d'entreprises ou de citoyens bénéficiant d'exonérations injustifiées ou évitant tout simplement de payer les impôts. La dette publique devient aussi un fardeau lourd à supporter, représentant presque 60% du PIB, dont 80% est généré par des sociétés étrangères. Par ailleurs, une part importante des dépenses de l'État est consacrée aux salaires, alors que les investissements dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'aide aux plus démunis, près de 10 millions d'Ivoiriens vivant en dessous du seuil de pauvreté, restent insuffisants. Que proposent les experts? Ils proposent de simplifier et de rendre plus équitable le système fiscal, de réduire les dépenses inutiles
Nous en avons parlé avec les institutions budgétivores qui n'apportent strictement rien aux Ivoiriens. Investir davantage dans l'éducation, la santé et la solidarité. Renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. D'où le concept de société de confiance. Juste un mot sur la dette. Il est clair que quand on explique la question de la dette, on prétend que ce sont des questions tellement techniques que les non-érudits en économie ne pourraient pas comprendre les subtilités. On a ainsi toujours berné les Ivoiriens. Effectivement, la Côte d'Ivoire est autour de 58 à 60% de son PIB par rapport à sa dette. Comparé aux normes de l'UEMOA, nous sommes encore dans la marge, puisque la limite, c'est 70%. Mais quelqu'un qui n'est pas économiste comme moi, mais qui est juriste, et qui a fait de l'économie politique, peut faire sa propre analyse. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je participe à la votation du budget. Et donc je prends le temps de regarder les grandes masses de dépenses du budget national. Et donc je réalise que le critère du ratio PIB-dette n'est pas le plus pertinent. Et que le critère le plus pertinent, c'est le rapport du service à la dette par rapport à nos fonds propres. Notre budget est autour de 15 000 milliards. Toutes nos recettes confondues, mises ensemble, nous sommes autour de 8 000 milliards. Donc nous avons un gap d'environ 7 000 milliards à conquérir à l'extérieur ou par d'autres moyens. Le service de la dette représente 5 400 milliards par an. C'est-à-dire ce que nous devons payer chaque année par rapport au stock global. Alors quand vous appliquez 5 400 milliards par rapport à nos fonds propres sur de 8 000 milliards, il nous reste combien? Il nous reste à peine 3 000 milliards pour faire face à des besoins. Chers amis, pour faire face à des besoins de 15 000 milliards, ça veut dire que nous sommes dans la zone rouge en termes de capacité sur nos fonds propres à rembourser nos dettes. Et c'est à ce niveau-là que cette situation nous interpelle tous. Et que nous disons, c'est vrai, aucun pays ne peut se développer sans un endettement, mais alors il faut mettre les bouchées doubles pour qu'à l'interne nous collections suffisamment de ressources pour faire face. Parce que si nous devons emprunter pour rembourser nos dettes, nous n'avons pas fait œuvre utile. Nos parents disent, on ne prend pas crédit pour rembourser le crédit. Donc, il faut que nous maximisions nos ressources propres pour pouvoir faire face à notre endettement. Évidemment, investir dans les infrastructures qui sont utiles à la population. Ce n'est pas la dette qui pose problème, c'est son utilisation qui peut poser problème. Chers compatriotes, ce petit cours d'économie fait, on va avancer dans notre propos. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, face à ce tableau et les menaces qui arrivent, nous devons agir en renforçant la confiance fondamentale entre nos citoyens, entre eux et nos acteurs publics, ainsi qu'avec les institutions de la République. Telle est la noble mission que ADCI s'assigne. Ériger une société fondée sur la confiance, à la fois entre les hommes, les institutions et l'avenir commun. Il est impossible d'élever une nation et d'œuvrer efficacement pour le bien-être de son peuple sans établir une société de confiance, capable d'identifier avec clarté ce qu'il convient de poursuivre ou d'abandonner. C'est à cette condition que la Côte d'Ivoire pourra se hisser vers la grandeur. Notre objectif est de transformer en profondeur notre pays en opérant des réformes majeures, audacieuses, qui feront date.
Nous voulons rassembler tous les Ivoiriens autour de leur terre, en chassant une fois pour toutes le tribalisme, source de division et de privatisation de l'État. L'unité nationale doit devenir notre fer de lance, notre bouclier contre toute fracture. À ce titre, nous déclarons la guerre sans relâche contre la corruption, sous tous ses formes. Notre nation est profondément enracinée dans son fléau. Il est vrai que, en matière d'avancée ou de perception de l'indice de corruption, le classement de transparence nous met en Côte d'Ivoire dans une position qui est positive, qui démontre que les efforts sont faits. Mais ces efforts-là sont liés aux réformes administratives. La création de la haute autorité de la bonne gouvernance, par exemple. La création de la Cour des comptes, la création du pôle pénal financier sont des outils qui, d'un point de vue juridique, sont des armes pour mener la lutte contre la corruption. Et donc le classement tient compte de cela seulement. Mais entre la mise en place des réformes administratives et le vécu et le ressenti au quotidien, il y a un gap. Et c'est à ce niveau-là que, comme on le dit souvent, le bas blesse. Les seuls progrès donc affichés sont liés à ces réformes administratives. Parce que la corruption continue de gangréner chaque secteur de notre société. À titre d'illustration, 70% des près de 2 millions de voitures qui roulent en Côte d'Ivoire ne font pas la visite technique. 70%. Les véhicules que vous voyez sur les routes reflètent 70% de ces véhicules ne font pas la visite technique. Et ça, c'est un rapport officiel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui le dit, la commission d'évaluation des politiques publiques. Donc, près de 1 400 000 voitures roulent en Côte d'Ivoire sans faire de visite technique. Autant institut devant les forces de l'ordre qui contrôlent. Comment cela peut s'expliquer? Autre illustration, un décret de 1992 signé par l'ancien gouvernement du PDCI sous le Premier ministre à l'époque, le président actuel. Ce décret-là dit que l'utilisation du gaz butane comme carburant de voiture est strictement interdite. On va jusqu'à près de 1 million d'amendes et jusqu'à 1 an de prison. Pourtant, dans nos villes d'intérieur et même un peu à Abidjan, les taxis roulent au gaz. Un décret, c'est-à-dire une norme juridique interdit que les véhicules roulent avec du gaz comme carburant. C'est une, entre guillemets, loi. Tout le monde voit qu'elle est violée au quotidien. Personne ne l'applique. Alors qu'ailleurs, promptement, on va appliquer la loi. Ce qui interroge sur notre rapport à la loi. ADCI a été créé pour prendre en main le destin de la nation ivoirienne. Afin de lutter résolument contre cette corruption rampante et le gaspillage volontaire des ressources publiques, une fois au pouvoir, demain, nous mettrons fin à l'impunité, qui est un sport national pratiqué dans notre pays vis-à-vis des fossoyeurs de notre économie. Nous poursuivrons tous ceux qui se sont abandonnés dans la corruption, même dans leur retraite. Pour qu'ils répondent de leurs actes devant une justice ferme, indépendante et exemplaire, avec des magistrats qui disent le droit sans crainte pour leur vie ou pour leur carrière.
avec ADCI au pouvoir demain, et je m'en vais vous donner quelques extraits de notre programme de gouvernement pour demain. Les déclarations de patrimoine des agents publics ne seront plus sous le sceau de la confidentialité. Tous les biens de ceux qui gèrent les caisses de l'État seront affichés sur un site public qui appartient au gouvernement, pour que chaque Ivoirien puisse aller les vérifier. J'ai déclaré mes biens devant la haute autorité de la bonne gouvernance. Quand j'ai fini de déclarer les biens, on m'a remis la copie de mes biens déclarés dans une enveloppe scellée. Et on m'a dit que je ne pourrais l'ouvrir qu'à la fin de mon mandat. Donc, ni mes enfants, ni mon épouse, ni mes camarades ne savent ce que j'ai déclaré comme bien est détenu par la haute autorité de la bonne gouvernance. Il suffirait qu'il y ait un incendie à la haute autorité pour que tous mes biens déclarés disparaissent et que finalement, à la fin, je présente d'autres biens comme étant des biens qui ne m'appartiennent pas. Il faut de la transparence de ce qui se passe. Il faut du public. Sinon, quel est l'intérêt de déclarer des biens si c'est confidentiel? En France, tous les biens des ministres et des secrétaires de l'État sont affichés sur le site du gouvernement. On sait combien chacun a dans son compte, quel taille il a, quel numéro il a tout est public. Parce que nous gérons des fonds publics et nous avons obligation de faire preuve de transparence absolue. En matière de sécurité, notre priorité sera de poursuivre et d'amplifier les réformes engagées. Tout n'est pas forcément négatif quand un régime est en place. Il y a des choses positives qui sont faites, qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. C'est ce qui fait la grandeur de l'acteur politique. Tout n'est pas que négatif. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et c'est là que rentre l'action, l'acteur politique qui recherche le pouvoir d'État. Nous bâtirons une armée républicaine, imprégnée des valeurs humaines et dévouée au service de l'ensemble du peuple ivoirien, et non une armée au service d'un clan ou d'intérêts particuliers. Notre ambition est que notre armée ivoirienne devienne l'une des plus équipées et des plus professionnelles en Afrique. Une armée apte à dissuader toute forme d'ennemi, y compris les menaces de criminalité nouvelles. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Elle deviendra un plus grand pays dans les années qui viennent. Et un grand pays a besoin d'une armée puissante, dotée des armes parmi les plus modernes pour protéger son territoire et sa souveraineté. Je suis là en train de vous dégrainer quelques extraits du programme de gouvernement que nous avons écrit, tiré du projet de société de l'ADCI. Quelques extraits. Concernant la communication, Charles Goudé qui a fait de la communication, il sait à quoi renvoie ce mot. Concernant la communication et l'accès à une information fiable et crédible, nous ferons de la RTI un véritable service public. Nous ferons de la RTI un média de service public. Elle passera du statut de média d'État au statut de média de service public. Reflétant la pluralité des opinions et les valeurs fondamentales de la nation, elle ne sera plus un outil de propagande au service des pouvoirs, mais un média d'intérêt général accessible à chaque citoyen, car tous paient la redevance. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, il sera mis un terme à toute prolongation ou favoritisme en faveur des agents publics ayant atteint l'âge de départ à la retraite.
hormis dans certains secteurs clés tels que l'éducation ou la santé. Les jeunes compétents, en attendant d'avoir les chances, doivent prendre leur place dans l'administration nationale. Les préfets sont à la retraite depuis 3 ans, pendant que les secrétaires généraux de préfecture attendent d'être nommés préfets depuis 10 ans. Et on ne fait que prolonger indéfiniment l'âge de départ à la retraite de ces préfets. Sous ADCI, l'âge arrive, vous rentrez chez vous. En matière de diplomatie, c'est un extrait, nous réformerons en profondeur la nomination des ambassadeurs, pour garantir que la Côte d'Ivoire soit représentée par des professionnels formés, à l'écart des récompenses ou des nominations refuges. Notre rayonnement international doit reposer sur la compétence et le mérite de nos diplomates pour assurer la dignité de notre pays sur la scène mondiale. Nous avons des diplomates formés qui rongent leurs frais dans nos chancelleries, pendant que depuis des années, on ne nous fait que nommer des acteurs politiques à titre exceptionnel dans nos chancelleries, alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la diplomatie. Nous tenons à l'image de notre pays à l'extérieur. Sur la question foncière, ADCI œuvrera à prévenir la crise majeure qui se profile à l'horizon. Nous prendrons la décision d'instaurer un moratoire de 2 à 3 ans sur toutes les terres, sur toutes les ventes de terres, rurales comme urbaines, suivi d'un audit exhaustif de toutes les acquisitions de superficie importantes, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. L'audit organisationnel et financier du ministère de la Construction, avec la participation des témoins et acteurs concernés. Au terme de ce moratoire, nous créerons un tribunal spécial composé de magistrats formés à cet effet, capables de statuer rapidement sur les affaires foncières et immobilières. Le but, mettre fin à la criminalité foncière, à la mafia et aux abus, en assurant une justice rapide et équitable. N'importe qui ne pourra plus jamais avoir accès à nos terres. La terre ivoirienne est pour les enfants d'Ivoire. La terre ivoirienne appartient aux enfants de Côte d'Ivoire. En matière de transport, nous nous engageons à renforcer et à structurer de manière résolue le développement des transports publics, pilier essentiel du développement économique des pays. Concernant l'importation de véhicules d'occasion, nous abrogerons le décret de 2018. Nous abrogerons le décret de 2018 qui limite à 5 ans l'âge des véhicules de tourisme importés dans notre pays. Nous porterons cet âge à 8 ans afin de soutenir nos acteurs ivoiriens. Dûment éprouvés par nos acteurs ivoiriens, dûment éprouvés par les multinationales de ce secteur dont l'enrichissement s'est considérablement accru depuis la prise de ce décret. Pendant que, dans le même temps, les Ivoiriens de ce secteur ont tout perdu ou ont du mal à tenir, sauf à tremper dans le trafic de tout genre. C'est un rapport officiel de l'Assemblée nationale qui dit cela. Il dit que c'est la commission d'évaluation des politiques publiques qui a fait ce rapport-là, une commission d'enquête.
qui a conclu que le décret de 2018 a eu des conséquences graves. Elle a fait perdre aux Ivoiriens dans le secteur 48 milliards en 3 ans. Elle a fait fuir les Ivoiriens du secteur. Ils ont tout perdu. Dans le même temps, les multinationales ont multiplié par 2 les chiffres d'affaires. Et donc, l'Assemblée nationale a fait une recommandation au gouvernement de relever l'âge à au moins 7 ans pour équilibrer et permettre aux Ivoiriens de continuer dans ce secteur. Cette recommandation, depuis 3 ans, n'a pas eu de suite. Nous réformerons également la procédure des visites techniques. Aucun véhicule ne circulera sur nos routes sans avoir subi dans des conditions strictes et de façon régulière une visite technique rigoureuse garantissant la sécurité de tous. La mise en œuvre de cette mesure rapportera entre 80 et 150 milliards par an aux caisses de l'État. Vous voyez qu'il y a des niches où on peut trouver de l'argent. Il suffit de le vouloir. Si dès le mois prochain, un décret sort pour dire on ne veut plus voir de véhicules sans vie sur les routes, en un mois on a 500 milliards. Oui. Voilà. De même, nous engagerons une réforme profonde de la procédure d'obtention des permis de conduire, afin d'assurer que la responsabilité et la compétence soient au cœur de ce processus. Toujours sur le segment transport, nous lancerons les études pour la réalisation d'un train moderne à vitesse intermédiaire reliant le nord et le sud du pays. Oui, quel que soit le coût de ce projet, nous le réaliserons. Si le temps ne nous permet pas son achèvement dans notre mandat futur, les générations futures le réaliseront. Parce que notre destin exige que nous rêvions grand pour la Côte d'Ivoire. S'il faut engloutir 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 milliards pour que quelqu'un puisse quitter Korogo ou Odjele pour aller travailler à 10 h et venir le soir, la Côte d'Ivoire peut faire cela. D'autres pays ont été confrontés à cela, ils ont pris la décision, ils ont investi les moyens et aujourd'hui, leur pays est complètement désenclavé. Et ces projets ont été intégralement rentabilisés. Donc, nous pensons à cela fortement et nous le réaliserons. En matière d'éducation, nous entreprendrons une réforme profonde de nos systèmes, en plein effondrement avec les élèves en terminale, dont le niveau réel de beaucoup parmi eux correspond à celui de la classe de 3e ou de 4e. C'est vrai, un gros effort a été fait. L'État a construit des milliers de classes, et ça, c'est à saluer. Mais dans les bâtiments, c'est tout l'avenir du pays. Et donc, ce qui importe, c'est comment nos enfants sortent de ces bâtiments. Si les enfants en 6e, à 60%, selon un rapport officiel, ne savent ni lire ni calculer. C'est une préoccupation majeure. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans assigner une mission très claire à son système éducatif. Notre mission à nous sera claire. Elle sera de briser ce malheur afin de redonner à l'éducation sa noblesse, sa dignité et sa finalité. Pour le développement de notre pays,
nous ferons un choix stratégique clair. Ou c'est ça, ou on ne se développe pas. Ce choix-là, ce sera l'innovation, la technologie et les sciences dures que nous bâtirons notre avenir. Nous nous investirons massivement dans ces secteurs en priorité afin de porter notre développement et notre prospérité. Comment se fait-il que 60 ans plus tard, après l'indépendance, on n'ait pas été capable d'avoir formé des ressources humaines capables d'aller chercher dans le sol notre or? Et qu'on soit toujours obligé de sous-traiter notre bien. Eh bien, il faut répondre à cette question maintenant. Les ingénieurs de haut niveau de compétences et dans tous les domaines stratégiques, nous devons en former des centaines, voire des milliers chaque année pour enrayer le malheur qui pointe à l'horizon d'un pays sous-développé qui, dans 5 années ou dans 10 ans, comme l'a dit récemment le professeur Salih Touré, pourrait ne plus avoir ni de professeur de maths, ni d'ingénieur. C'est un immense échec. J'ai rencontré monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur il y a 2 semaines, le professeur Diawara. Et c'est lui qui m'a appris qu'en 2024, il avait lancé le recrutement de 34 assistants en mathématiques dans nos universités. Ce n'est pas concours, hein. Venez travailler. Il n'a eu que 4 candidats. Sur 37 postes disponibles pour la physique, il n'a eu que 7. Et aujourd'hui, des enfants de Côte d'Ivoire font la 6e à la 3e sans avoir rencontré un seul jour un professeur de mathématiques. Mais quel est le pays que nous sommes en train de bâtir? Nous construisons des ponts, ce qui est une bonne chose. Mais qui va entretenir ces ponts là demain? Et c'est le professeur qui m'apprend que de 2015 à 2024, la Côte d'Ivoire a fait partir à Polytechnique France 54 étudiants, dont beaucoup ont bénéficié d'une bourse, donc formés chèrement par nos dépôts. Sur les 54 qui ont été diplômés dans des filières de haute technologie, un seul est revenu au pays. J'ai rencontré il y a 2 semaines à Paris, un jeune de 33 ans qui a fait Polytechnique aussi en France et qui a été recruté dans une filière de nucléaire par Safran. Je lui ai dit, cher ami, quand on prendra le pouvoir, même si on te paye 20 millions par mois, tu vas revenir au pays. C'est un choix de développement. C'est un choix. J'arrive de Chine, où nous sommes allés en immersion sur le modèle chinois. Ils nous ont montré un tableau à l'université de Nanchang. Et le professeur nous expliquait que, voilà, en 90, votre pays, la Côte d'Ivoire, était devant notre pays, la Chine. Ah oui, demandez au maire avec qui on était là-bas, ils vont témoigner. Le professeur a dit, en 90, la Côte d'Ivoire, et voilà les chiffres, était devant la Chine. Chers amis, 35 ans plus tard, entre la Chine et la Côte d'Ivoire, il y a 500 ans. On leur a posé la question, mais comment vous avez fait? Ils disent, on a pris la décision. On a pris la décision que nous voulons nous développer. On a identifié les secteurs dans lesquels on pouvait investir pour nous développer. Et nous avons investi. La Chine produit aujourd'hui plusieurs millions d'ingénieurs par an. Et ils nous ont dit, nous avons décidé que aucune société étrangère ne vienne faire un travail de technologie en Chine. Nous, on a construit un pont à Auban ici, à un niveau. Et ils ont construit là-bas R+3, 4, 5, 6, 7 par les enfants chinois. Donc, ils ont investi massivement dans la technologie. Et cela aboutit
aux résultats que nous avons. En Côte d'Ivoire, nous formons chaque année 400 000 nouveaux diplômés dans des filières totalement en divorce avec le marché. Et sur les 400 000, l'État ne peut recruter tout confondu que 15 000. Donc 385 000 doivent aller se débrouiller ailleurs. Bien. Aujourd'hui, notre pays a manqué, comme toute l'Afrique d'ailleurs, la révolution industrielle. Mais elle ne doit pas, notre pays ne doit pas manquer l'ère de l'intelligence artificielle. La Côte d'Ivoire doit s'y engager résolument. Et je souhaite citer à ce propos une lettre qu'un jeune Ivoirien m'a envoyée il y a 48 heures. Et qui parle d'intelligence artificielle. Il dit, aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche. Elle ne se joue pas dans les usines, mais dans les cerveaux. Elle ne se mesure pas en tonnes de métal, mais en ligne de code. C'est l'intelligence artificielle. Fin de citation. ADCI prévoit de mettre en œuvre un ambitieux plan national de l'intelligence artificielle, auquel nous consacrerons tous les efforts et ressources en intégrant cette évolution dans nos programmes scolaires et universitaires. À l'école primaire, nous mettrons fin au recrutement des enseignants de niveau 3e. Les enfants sont en terminale dans le niveau 3e. Ceux qui sont en 3e sont le niveau 6e. Et ils vont donner des cours et tenter d'allumer la lumière dans l'esprit de nos enfants. Et aujourd'hui, il y a des écoles en Côte d'Ivoire, et j'en parle souvent des enseignants, où les enseignants eux-mêmes refusent que leurs enfants soient dans cette classe-là. Parce qu'ils connaissent leurs collègues qui sont là-bas. C'est une vérité. C'est la vérité. On nous a envoyé à Fipro, et j'ai fait comme vous j'ai fait un témoignage. On nous a envoyé à Fipro il y a 4 ans cela, dans mon village, un enseignant dont on m'a dit qu'il était malentendant. Ça dit qu'il n'entendait pas. Et donc moi, en tant que président de la mutuelle, les parents m'ont informé. Dit, ah, président, on a un enseignant ici qui est malentendant. Quand les enfants parlent, ils ne comprennent pas ce que les enfants disent. Et que nous, on n'est pas d'accord avec ça. Comme moi, j'ai le programme de position sans vérifier, eh bien, un week-end, je suis allé au village. Et le lundi matin, il me suis pointé dans l'école. La classe en question. Pour aller saluer le maître. Il arrive, je le salue. Il me regarde. Bonjour monsieur. Il me regarde. En fait, le gars n'entendait rien. Chers amis, comment il a pu passer les passerelles? Comment ceux qui l'ont auditionné au CAFOP, au test technique, comment il ne va pas se rendre compte que cet enseignant n'était pas apte à aller faire cours dans ce domaine-là? Il doit aller dans une formation spécialisée. Mais il s'est retrouvé dans une classe d'enfants enseignement public général. Moi j'ai appelé l'inspecteur pour dire, venez prendre votre gars là. Et ils l'ont enlevé là-bas. Ça fait rire, mais c'est tragique. Ça démontre à quel niveau notre pays s'est affaissé moralement. Combien de fois la corruption et l'argent ont gangréné le système? Chacun devrait y méditer. Imaginez qu'on l'ait laissé enseigner nos enfants pendant 1 an. Vous imaginez les ravages de leur esprit.
irrécupérable. Sur le front de l'entrepreneuriat, et nous partons vers la fin de ce discours, je suis tellement content de vous voir que je vais rallonger un peu mon discours. Je voulais noter que nous avons invité tous les partis politiques. Tous les partis politiques ont été invités à cette rencontre citoyenne. Nous voulons remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à cette invitation. On peut faire les palabres, mais il y a la citoyenneté, il y a la convivialité, il y a la fraternité. Après, on peut faire les palabres, mais le pays est un. Sur le front de l'entrepreneuriat et de la création de champions nationaux, nous passerons des paroles aux actes. Nous établirons des zones économiques exclusivement réservées aux Ivoiriens. Là-dessus, nous, on n'a aucun complexe. On ne peut pas créer de champions nationaux si vous ne créez pas de zones économiques exclusives pour les nationaux. Le Nigeria l'a fait, le Ghana l'a fait. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas en faire autant. Et donc nous le ferons. Il y a des secteurs où on dira, c'est pour les Ivoiriens. Ouais. Et là-dessus, on n'a aucun complexe. Voilà. Notre défi est de reconquérir entre 30 et 50% de notre économie en une décennie. En ce qui concerne la pêche, notre pays vient de signer une convention avec l'Union européenne. Il faut lire la convention pour comprendre les subtilités à l'intérieur. En réalité, il y a un côté qui est avantageux. C'est-à-dire que le poisson qui vient pêcher dans nos eaux souveraines, là, la convention dit qu'ils doivent le transformer obligatoirement dans nos usines au port. Ils doivent le conditionner avant de faire partie. Ça, c'est un avantage. Parce que ça fait tourner notre industrie et donc ça alimente notre secteur. Mais là où il y a le gros problème, c'est que d'un point de vue économique, le contrat est dramatiquement déséquilibré. Un kilogramme de thon transformé coûte autour de 20 euros. 20 euros, ça fait combien? Autour de 13 000 francs. Et dans la convention, ici, rapporté au tonnage, l'Union européenne le prend à 52 francs CFA. Donc, en 4 ans, ils vont nous verser 2 milliards de francs CFA, pendant que transformer et rapporter chez eux, en 4 ans, c'est au bas mot 200 milliards de francs CFA qu'ils vont avoir. Et j'ai échangé avec des responsables du ministère qui reconnaissent qu'effectivement, ce contrat-là n'est pas favorable à la Côte d'Ivoire. Mais que la convention initiale signée en 2020 arrive à son terme en 2026 et donc l'État va aller mieux négocier. Nous, on ne veut pas aller négocier. Nous, on dit qu'on n'en veut pas. La Côte d'Ivoire est le premier port tonnier en Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays de la zone qui n'a pas son propre bateau. Le seul moyen de régler ce problème, c'est que la Côte d'Ivoire, avec la filière professionnelle qui est là, se dote de tonniers. Et que nous pêchions nous-mêmes le poisson pour faire baisser le coût. J'ai fait une enquête
là-dessus il y a 6 mois, dont les résultats ont révélé que, en réalité, nous sommes entièrement dépendants du Ghana pour avoir du thon à consommer en Côte d'Ivoire. Oui. C'est les bateaux ghanéens qui viennent en avec le thon. Ils ont parfois 3000 tonnes. Et les Ivoiriens vont négocier pour avoir 200. Oui. J'ai été témoin de négociations entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Ils ont dit, on ne peut pas mettre un programme de plus. Priorité le Ghana. Ça veut dire payer pour vous. Et donc, toutes ces questions-là, nous allons rétablir nos souverainetés et nous allons organiser la filière traditionnelle. Vous voyez que tous nos eaux dans nos villages, les pêcheurs ne sont pas ivoiriens à 90%. Ce sont nos frères de la FEDEAO qui ont très bien compris que c'est un secteur qui vaut de l'or. La carte que nous mangeons ici, on appelle carte chinois. Les Chinois sont venus la pêcher ici à Abidjan. Ils sont allés la transformer en Chine et aujourd'hui, ils la vendent à travers le monde entier. Et nous, les Ivoiriens, on importe ça. Donc, il y a des décisions stratégiques à prendre. Et il faudra les prendre avec le courage qui va avec. Sur la question de la diaspora, considérée par ADCI comme une ressource rare, nous ferons des réformes pour avoir cette diaspora-là au bénéfice de notre pays. J'ai été au Canada, j'ai été à Toronto, j'ai été à Montréal, il y a un qui est là, j'ai été au Québec, et j'ai vu que tous nos enseignants de sciences sont là. C'est même un jeune Ivoirien, enseignant au Canada, qui a eu en 2024 le prix d'excellence en matière de réforme éducative au Canada. Heureusement, ce jeune-là, il est le représentant ADCI de Toronto. Donc vous comprenez qu'on a de la matière pour réformer notre système éducatif. Et donc la diaspora sera au bénéfice de notre pays. C'est un vivier et justement de compétences extraordinaires dont notre pays ne peut pas se passer. Il faut se donner les moyens de les faire revenir, mettre l'intelligence au service du développement de notre pays. Ces réformes prendront en compte l'élection des députés de la diaspora, qui vont être leurs seuls porte-parole. Et donc, ils siégeront au Parlement au nom des Ivoiriens de la diaspora. Et évidemment, nous procéderons, et ça nous l'avons dit depuis 2017, nous procéderons à l'abrogation du fameux article 48 du Code de la nationalité. Il n'est pas question qu'une loi qui n'a plus de pertinence dans la Côte d'Ivoire actuelle prive notre pays de ses enfants dotés de compétences absolument vitales pour notre pays. La double nationalité sera instaurée pour les Ivoiriens sans que cela ne change les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens de nous priver de nos frères qui sont à l'extérieur, qui sont impliqués de compétences. Le pays a besoin d'eux. Et nous le ferons. Sur l'immigration, et je m'arrête là, sur l'immigration, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, et elle le restera. Mais notre pays, comme le dirait quelqu'un aussi en France, n'a pas vocation à accueillir toute la misère de l'Afrique aussi. Notre pays se dotera d'une politique d'immigration et d'une législation sur l'immigration. Ce qui n'est pas autorisé pour un Ivoirien là-bas ne sera pas autorisé pour quelqu'un d'autre ici. Cela s'appelle en droit la réciprocité. Le gouvernement vient de faire adopter récemment une loi sur les pharmacies.
ratifiant en quelque sorte une norme de l'UEMOA, autorisant les praticiens des pays de l'UEMOA à venir ouvrir maintenant des pharmacies en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement nous dit, il y a le principe de réciprocité. Donc les Ivoiriens aussi peuvent aller ouvrir des pharmacies ailleurs. Eh bien, nous vérifions cela. Si les Ivoiriens ne peuvent pas ouvrir de pharmacie dans le pays de l'UEMOA, eh bien cette norme-là ne sera pas appliquée ici. Nous ratifions les normes, mais nous ne perdons pas notre souveraineté. La réciprocité doit être authentique. Il faut qu'on s'assure que nos pharmaciens peuvent tranquillement ouvrir des officines au Nigeria, dans l'UEMOA, partout. Sauf cela, en Côte d'Ivoire, cela ne sera pas possible. Et nous devrions abroger cette loi. Chers compatriotes, chers concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, je suis un simple Ivoirien. Je sais que le discours que je porte ici aujourd'hui va m'attirer les foudres de diplôme. Et que ceux qui consomment la politique comme un bien privé ne seront pas contents. Et dans les officines les plus sombres, vont se mettre à murmurer les plans les plus machiavéliques pour réagir. Alors que nous sommes dans le libre jeu de la démocratie que notre pays a adopté. Je ne suis donc qu'un simple Ivoirien, porteur d'une grande idée pour son pays. Notre pays n'a pas besoin de messie, mais de citoyens ordinaires capables de réaliser des choses extraordinaires pour leur pays. L'ère des messies est passée. L'ère des citoyens patriotes aimant leur pays et leur peuple est arrivée. Nos présidents qui nous ont précédés au Feu-Boigny, qui ont succédé au Feu-Boigny, ont chacun dans son registre, selon son éducation, selon sa trajectoire, selon son vécu politique, essayé d'apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait. Mais comme le dit Diderot, la nature elle-même a fixé des limites à tout. Et un jour arrive où ces limites sont à tête. Mon ambition est d'œuvrer avec les Ivoiriens sans discrimination ethnique pour bâtir une société plus juste, moins corrompue, respectueuse des droits de chacun. Je fais partie des Ivoiriens qui, sans avoir le pouvoir d'État en main, ont le plus œuvré pour défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour défendre les droits des peuples, pour défendre la justice. Mon engagement ne vise ni gloire, ni prestige. Il vise la Côte d'Ivoire, son rayonnement, sa place en Afrique et dans le monde. Imaginez un pays où personne n'est au-dessus des lois, où le peuple est respecté par ses dirigeants, où ceux-ci parlent avec humilité et sincérité à ce peuple-là. Un pays où la confiance est née, où le peuple, après 3 décennies de blessures, retrouve la dignité et l'espoir. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, la blessure qui déchire le cœur de notre peuple ivoirien est profonde. Sa douleur est incommensurable. En parcourant le pays depuis plusieurs années, en enquêtant depuis 14 ans sur les dysfonctionnements de notre société, de notre administration, sur l'apercement de nos institutions, en écoutant la voix des Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre,
jusqu'aux confins de notre territoire, j'ai pleinement saisi l'ampleur de cette blessure et de cette frustration qui accable nos concitoyens. Les Ivoiriens se sentent trahis, abandonnés, méprisés par ceux qui devraient les représenter et les défendre. Leur confiance s'est érodée, leur avenir s'assombrit, leur espoir vacille. Pour que ce peuple, aujourd'hui divisé, manipulé et trompé, puisse retrouver sa force dans l'unité, il exige un leader nouveau, indépendant, il exige un leadership nouveau, indépendant des processus passés, libre de manipulation ethnique et religieuse, qui n'ont causé aucun tort aux Ivoiriens. Notre pays n'a plus besoin d'un nouveau président. Notre pays a besoin d'un président nouveau. Un président nouveau, déterminé, modéré, patriote, et qui aime les Ivoiriens sans distinction. Un président capable de travailler avec tous les enfants du pays, selon leurs mérites et leurs compétences. Chers compatriotes, en 2022, lors d'une interview télévisée, notre président, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré ceci. Je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens choisissent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs. C'est le président qui l'a dit. Je répète, la vidéo est disponible. Je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens choisissent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Chers amis, chers Ivoiriens, qui sommes-nous? Qui êtes-vous pour ignorer cet appel légitime du président? Il n'y a pas d'Ivoirien plus jeune, capable de prendre la relève. Notre président n'a pas prononcé ses paroles en l'air. Non. Il les a prononcées avec conviction. C'est en toute conscience que le président l'a dit. Parce qu'il a compris qu'il était venu le temps pour les Ivoiriens de tourner une page. D'ouvrir celle d'une nouvelle génération d'acteurs politiques. C'est face à tout ceci, face à toutes ces réalités, face à tout ce qui vient d'être égrené depuis près de 30 minutes, face à une analyse profonde de la situation de notre pays, du sort de nos populations, après une longue réflexion que j'ai décidé, en toute conscience, en toute responsabilité, d'annoncer ce jour ma candidature à
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Appelons-nous. Merci beaucoup. Chers compatriotes, chers amis, merci. Merci beaucoup. Chers amis, tout d'un coup, tout change. Tout d'un coup, tout change. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette candidature, merci. Cette candidature, la première, est celle de millions d'Ivoiriens qui ont perdu confiance dans une classe politique qui n'est plus porteuse de combats courageux pour le pays et pour son peuple. Cette candidature est celle des Ivoiriens qui aspirent à un nouveau leadership sincère, patriote, intègre, dévoué au bien-être de chaque citoyen ivoirien, qui a compris que nous sommes à la fin d'un cycle et qu'un nouveau cycle commence à partir de cette année 2025. Cette candidature est aussi celle des jeunes de Côte d'Ivoire, de ceux qui, issus de familles pauvres, diplômés ou non, n'ont plus de perspective crédible, qui se perdent dans la drogue, fuient leur patrie ou perdent espoir dans les zones rurales où il n'y a même plus de terre à cultiver, tant les parents ont tout bradé. Je m'adresse à vous, jeunes Ivoiriens, vous qui êtes ici, et vous qui suivez cet événement en direct, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui rêvez de grandeur pour notre pays, vous qui désirez du succès pour vous-même, c'est pour vous que je suis en guerre contre les puissances qui veulent nous diviser. C'est pour vous que je me bats contre les puissances qui veulent nous diviser. C'est pour vous que je combats la mafia du foncier, les abus et les vols des multinationales de téléphonie et de la communication. C'est pour vous que je dénonce la corruption et les concours truqués. Je vous appelle, chers jeunes, à la décision aujourd'hui même. La transformation de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans votre engagement. Si dans 4 mois, vous continuez à voter pour le statu quo, à déposer dans l'urne un bulletin de vote sur la base de petits billets de banque, alors le destin de notre nation ne changera jamais. Votez l'avenir, celui de vos enfants. Votez l'avenir et tranquillement vos enfants auront l'avenir. Votez la corruption et nous serons tous suspendus à l'impuissance devant l'injustice. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, chers membres de ADC, nous sommes désormais engagés dans une bataille pour la vie, pour l'espoir, pour la dignité. Je vous exhorte à aller à la conquête des parrainages. Au-delà de ces parrainages que nous obtiendrons,
Mobilisez vos voix. Rassemblez autour de vous, à travers le pays, 80 000 jeunes Ivoiriens, déterminés, honnêtes, engagés, patriotes, capables de sacrifier quelques heures le 27 octobre 2025. Sacrifier quelques heures de 8h à 18h pour être dans un bureau de vote, pour surveiller l'avenir du pays, sans réclamer l'argent en retour. Parce que si pour 5 000 francs, vous pouvez brader l'avenir de votre pays, vous n'êtes pas digne qu'on vous défende. Donc, allons à la recherche de 80 000 jeunes. Mettez la plateforme ADCI, permettez-leur de s'inscrire, on va les profiler et on va les former. À Tiasalé, les jeunes de Tiasalé qu'on a formés ont réussi à le faire devant une armada de ministres, devant la puissance d'argent. Ces jeunes-là formés ont sauvé les îles, ont porté la démocratie. Et ils nous ont permis de gagner l'élection municipale en sauter et venir. Donc, les jeunes que vous êtes, qui êtes venus d'Abidjan, de Tiasalé, qui êtes ici à Mzoukro, venus de Gouna, de toute la Côte d'Ivoire, vous devez vous mobiliser pour un combat le 25 octobre. Allons à la recherche de 80 patriotes capables de faire le sacrifice de leur représentation dans 25 000 bureaux de vote pour leur pays, pour leur avenir. Quel que soit le résultat de cette élection qui arrive, nous sortirons vainqueurs, car notre engagement prend sa source dans cette célèbre pensée de Mandela. Quel que soit le résultat, nous sortirons vainqueurs. Car Mandela a dit, en politique, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Nous avons 49 ans. Chablé Boudé qui est 3 ans devant. Anna 52, je pense, c'est ça, non? 53 maintenant, 53 maintenant. Donc il y a 4 ans devant. Lui comme moi, nous avons la présidentielle de 2025, celle de 2035, celle de 2035, celle de 2040. Porteur va prendre. C'est vous l'avenir. C'est nous l'avenir. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Notez-le bien. Nous n'avons strictement rien à perdre. Bien au contraire, nous avons tout à gagner. Parce que nous avons un message à passer aux Ivoiriens. Et ce sera le plus important. Nous allons semer une graine dans l'esprit des Ivoiriens. Et cette graine-là va germer. Et de sa germination va exploser la Côte d'Ivoire. Alors au combat pour le bien-être des Ivoiriens, pour la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Car le seul combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne commence pas. J'appelle les Ivoiriens porteurs de valeurs, qui aiment ce pays, qui m'écoutent à travers les réseaux sociaux, depuis leur résidence. J'appelle ces Ivoiriens qui ont gagné honnêtement leur vie, et qui souffrent de voir ce que notre pays devient, qui craignent pour la tranquillité juridique de leurs enfants, à nous rejoindre, à nous apporter leur soutien, à investir dans ce nouveau leadership qui va participer à changer la Côte d'Ivoire et qui finira par diriger la Côte d'Ivoire.
en ont 10 ans pour conquérir le pouvoir d'État. Et le compte à rebours vient d'être enclenché ce jour, ici même à Yamoussoukro. Chers compatriotes, lèvons-nous, combattons partout, contre le tribalisme, contre la médiocrité, contre la corruption, contre la privatisation de notre administration, contre le vide en sciences, contre la fuite de nos jeunes parmi les plus talentueux, contre l'instrumentalisation de la justice, contre l'effondrement de notre système éducatif, contre la cherté de la vie, contre l'injustice. Que notre détermination soit inébranlable, que notre volonté d'unité, de progrès et de justice guide chacun de nos pas. Cela ne sera pas facile, vous en conviendrez, et je le sais. Les obstacles et les pièges sont partout et commenceront dès ce soir. Mais nous savons tous que rien n'est facile dans la vie. Et la vie est un combat au quotidien. Chers parents, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire de demain se forge aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de demain se forge aujourd'hui par notre courage, par notre engagement et notre foi en un avenir meilleur, par l'amour que nous avons pour notre pays et pour notre peuple. Nous croyons en Dieu et nous savons de sa parole qu'il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. On y va et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et vive la République. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.